Bienvenue dans cette salle de classe virtuelle. Aujourd'hui nous allons parler des vraies raisons des fréquents séjours du président camerounais Paul Biya à Genève, en Suisse. Comment détecter à l'aide de la pensée critique les manipulations des médias mensongers de l'Occident de Jean-Paul Pougala. Les vraies raisons des fréquents séjours du président camerounais Paul Biya à Genève, en Suisse. Comment détecter à l'aide de la pensée critique les manipulations des médias mensonges de l'Occident de Jean-Paul Pougala. Leçon de géostratégie africaine numéro 200 du 12-12-2019 à Genève. À cause de cette leçon, les abonnements à la salle de classe virtuelle ont été bloqués par Facebook pour plusieurs semaines. Je repropose pour ceux qui n'ont pas eu la chance de la lire à la sortie. JPP 14, 5-2020. Je commence la leçon d'aujourd'hui avec 3 citations pour rendre hommage à un auteur afro-américain qui nous a laissé il y a à peine un mois et qui m'a beaucoup marqué. Il s'agit de Ernest James Gaines, né en Louisiane le 15-1-1933 et mort dans sa même ville de naissance, à Oscar, paroisse de Pointe-Coupée en Louisiane, le 5-11-2019. La première citation est tirée de son livre Colère en Louisiane, et les deux autres de son roman publié en 1993, Dites-leur que je suis un homme, en anglais, A Lesson Before Dying, qui a remporté le National Book Critics Circle Award et nommé au prix Pulitzer. 1. Il continuait à vivre dans le passé. Il croyait qu'il pouvait toujours battre les gens comme son père le faisait il y a 30 ou 40 ans. Il s'est mis à battre Charlie dans le champ là-bas derrière, et Charlie a couru chez Mathieu. J'étais près de la porte, je parlais avec Mathieu. On lui a demandé ce qui s'était passé, et il nous a dit que Bo l'avait frappé avec une tige de canne. Quelques minutes plus tard, Bo est arrivé sur le tracteur, armé d'un fusil. Colère en Louisiane, Ernest James Gaines. 2. Leurs ancêtres disaient que nous n'étions qu'aux 3/4 humains, et ils le croient jusqu'à ce jour. Le shérif Guidry le croit aussi. Il m'appelle professeur, mais il ne parle pas sérieusement. Il appelle le pasteur révérend, mais il ne le respecte pas. Quand je lui ai montré le papier et le crayon que je t'ai apporté, il a ricané. Tu sais pourquoi? Il pense que c'est une perte de temps et d'argent. Qu'est-ce qu'un cochon peut faire d'un crayon et de papier? Dites-leur que je suis un homme, Ernest James Gaines. 3. Tu sais ce que c'est qu'un mythe, Jefferson? Lui ai-je demandé. Un mythe est un vieux mensonge auquel les gens croient. Les Blancs se croient meilleurs que tous les autres sur la terre, et ça, c'est un mythe. La dernière chose qu'ils veulent voir, c'est un noir faire front, et penser, et montrer cette humanité qui est en chacun de nous. Ça détruirait leur mythe. Ils n'auraient plus de justification pour avoir fait de nous des esclaves et nous avoir maintenus dans la condition dans laquelle nous sommes. Tant qu'aucun de nous ne relèvera la tête, ils seront à l'abri. Ils sont à l'abri avec moi. Ils sont à l'abri avec le révérend Ambrose. Je ne veux plus qu'ils se sentent à l'abri avec toi. Dites-leur que je suis un homme, Ernest James Gaines. Voici ce qu'ont écrit quelques quotidiens et journaux de 3 pays différents, la France, la Suisse et les États-Unis d'Amérique contre le président camerounais, Paul Biya. Je vais utiliser la pensée critique pour vous montrer comment est monté un mensonge dans la structuration d'une manipulation. Et en nous servant de chacune des 3 citations de Ernest James Gaines, nous verrons à travers la pensée complexe, ce qui motive une telle manipulation. Et pour conclure, je vous dirai ce que tous ces journaux savent et pourtant, préfèrent diffuser le mensonge, qui les renforce dans l'idée que l'esclave noir ne doit pas oser de quitter les sentiers tracés pour lui. France. Cameroun, Paul Biya et les 65 millions de dollars de séjour à l'étranger. Une enquête révèle le goût prononcé du président camerounais, Paul Biya, pour les déplacements à l'étranger. Au total, il aurait passé 4 ans et demi hors du pays depuis son arrivée au pouvoir en 1982, pour un montant de 65 millions de dollars. Parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. C'est un travail de fourmi qu'ont réalisé les journalistes d'investigation de l'organisation OCCRP, avec l'appui de Transparency International. D'après leur enquête, relayée par RFI, le président camerounais Paul Biya a passé près de 4 ans et demi hors de son pays depuis son accession au pouvoir en 1982. Des séjours essentiellement en Suisse, mais aussi en France et aux États-Unis. Montant estimé de ces déplacements, 65 millions de dollars.
Les journalistes ont méticuleusement consulté 35 ans d'archives du Cameroun Tribune, quotidien gouvernemental, pour établir ce bilan. Et pour estimer le coût des voyages, les auteurs ont simplement multiplié le nombre de jours par le prix d'une nuit d'hôtel à l'Intercontinental de Genève, où Paul Biya a ses habitudes, précise RFI. Publié le 26/2/2018 à 14h41 sur France 24 par Florence Richard. Le président camerounais Paul Biya a-t-il diffusé une fausse lettre d'Emmanuel Macron? Beaucoup d'internautes ont assuré que la missive de félicitations du président français à son homologue camerounais était un faux. À tort. Publié le 30 octobre 2018 à 14h56 sur Libération Check News par Pauline Moulot et Fabien Lebouc. Cameroun, comment la Suisse a poussé le président Paul Biya vers la sortie. Là des manifestations et incidents à répétition provoqués par la présence du président camerounais à Genève, la Confédération l'a encouragé à quitter le pays. Depuis son arrivée au pouvoir, Paul Biya aurait séjourné, selon l'Organized Crime and Corruption Reporting Project, pas moins de 4 ans et demi dans ce palace. Y laissant une facture de 182 millions de dollars. Publié le 6/7/2019 à 16h04 sur Le Point, par Yann Hamel. Remarquez au passage que monsieur Yann Hamel pour le compte de l'hebdomadaire français, Le Point, a fait passer les dépenses de 35 millions de dollars de l'OCRP, comme par enchantement à 182 millions de dollars. Suisse. L'amour du président Paul Biya pour Genève coûte cher au Cameroun. Le président camerounais Paul Biya passe beaucoup de temps à Genève lors d'onéreuses visites privées, révèle une enquête. L'homme d'État et son entourage sont de très bons clients de l'hôtel Intercontinental. Publié le 19 février 2018 à 12h18 sur RTS, Radio-Télévision Suisse Romande, télévision publique. Suisse-Cameroun. Fin d'un séjour genevois chahuté pour Paul Biya. Le président camerounais a quitté Genève vendredi à la mi-journée, à la veille d'une nouvelle manifestation de la diaspora contre ses séjours ruineux publié vendredi 5 juillet 2019 sur le quotidien suisse, Le Temps par Simon Petit. Autocrate en Suisse. Genève, capitale du Cameroun, pour combien de temps encore? Le président camerounais dirige périodiquement son pays, en Afrique centrale, depuis un hôtel de luxe genevois. Une pratique qui n'est pas sans poser problème à la Suisse. Texte publié le 8 janvier 2019 à 8h49 sur Swissinfo par Marcus Spornli. États-Unis d'Amérique. Can't Cameroon's President. Try Geneva's Intercontinental Hotel, Paul Biya, one of the world's longest serving rulers, takes sustained Swiss vacations à His Country grapple with crisis, publié le 4 novembre 2018 sur le Wall Street Journal, par Drew Hinshaw et Joe Parkinson. Arrêtons-nous un instant sur ce journal très prestigieux et décryptons ses affirmations. Mr. Biya's trip cost millions of dollars a pièce, said Christian Penda Ekoka, a long-time chief advisor to the president, turned opposition activist. Payez the money from Cameroon's treasury, and pay in cash to keep the trip off books, said Mr. Ekoka, who USD to be chief advisor to Mr. Biya and had access to trip detail. They want to avoid any trace. Last month, Mr. Biya won another 7 years in office, taking 71% of the vote in an election in which riot police dispersed protested. In some areas, less than 5% of the population voted. No Western government sans observers. Parenthèse ouvrante parenthèse fermante. A hotel réservation receipt seen by the journal shows the size of the president's entourage. In 1 September 2017 stay, et booked at least 48 rooms. Other Cameroonians stayed in less expensive hotels, former employees said, depending on their standing with the president. In Geneva, Mr. Biya seldom leaves his corner suite, former hotel staff said. For privacy, the Cameroonian delegation installs ITS on Internet connection and phone switchboard. Enter and exits through the service exit for daily jogs, according to former hotel employees. Visits begin unannounced, said current and former hotel employees, when an advanced team arrive laden with oversized luggage.
Hotel management eject guests from the 16th floor and moves them to other rooms. Next comes a kitchen team, the president's personal chef from Cameroon, hauling jugs of palm oil and equatorial spices. Housekeepers taking days off are called in. Back at the Geneva Intercontinental, staff were watching the election closely. They were so afraid they wouldn't get re-elected, said one former employee. They would have a heart attack. Lyonman, a Mr. Biya's supporter call him, is currently the world's longest-serving elected leader, if counting from his June 1975 arrival à Prime Minister, the same week McDonald Corp. Introduced ITS drive-through. Since 1982, EHS served a president. He is Africa's highest paid leader, with a $610 official salary annually, according to Africa Review, a periodical. In Mr. Biya's fourth decade in power, armed separatists are battling soldiers in Cameroon's southwest, while Islamist terror group Boko Haram says village and kidnaps children en masse in the northeast. Hundreds of thousands have fled their home in the past 2 years. Cameroonian migrants now represent the fourth largest nationality sailing into Greece. Critical thinking, commentaire à l'aide de la pensée critique. En nous servant de la pensée critique, nous pouvons relever un certain nombre de points qui posent problème ou tout au moins, qui ne nous semblent pas très cohérents avec la vérité, avec la logique mathématique. 1. Les visites des chefs d'État se classent en 3 types, les visites d'État, les visites officielles et les visites privées. La différence essentielle tient au fait que pour les 2 premières visites, c'est le pays hôte qui invite l'autre chef d'État, qui est reçu avec la fanfare de la garde présidentielle ou non, mais avec un minimum de faste et de cérémonie. La visite privée au contraire est la décision d'un chef d'État de se rendre dans un autre pays, pour des raisons diverses, sans y être invité. Et dans tous les cas, on n'enseigne dans aucune faculté de sciences politiques que la visite privée est une visite de vacances ou de loisirs. Pour toutes ces 3 visites, c'est le pays qui accueille qui organise la sécurité du chef d'État qui arrive, même s'il est en visite privée. 2. La plus importante source de l'information du Wall Street Journal est Christian Penda Ekoka devenu un opposant. S'il donne son avis, c'est très probablement qu'il en sait quelque chose et donc, qu'il a déjà fait partie de la délégation du président Biya à Genève. Dans ce cas, la question la plus élémentaire que le Wall Street Journal aurait dû poser à l'activiste camerounais, comme le définit le quotidien américain, aurait dû être: Monsieur Ekoka faisait partie de la délégation, comme cousin, neveu, beau-frère de Paul Biya, pour parler des vacances ou bien comme conseiller. Et si c'était comme son conseiller, avant de conclure que les voyages de Paul Biya c'est pour les vacances, je ne me rappelle pas d'avoir emmené un seul jour en vacances mes employés. Donc, s'il a accompagné Paul Biya à Genève comme son conseiller, c'est bien la preuve que Biya y est allé pour le travail. 3. Le Wall Street Journal affirme, et is Africa's highest paid leader, with a $610 official salary annually. Ceci est tellement faux qu'il montre à quel point Ernest James Gaines avait raison d'affirmer que ces gens-là croient que nous, les Noirs ne sommes qu'aux 3/4 des humains. Je ne peux pas penser un seul instant que le Wall Street Journal, un quotidien aussi prestigieux, n'est pas au courant comme moi que le 11 novembre 2013, à la séance de la Commission des finances du Parlement marocain pour examiner le projet de budget du Palais Royal, 12 députés présents ont augmenté le budget du roi du Maroc de 8 678 000 dirhams, 774 455 €, pour le porter à 2 585 447 000 dirhams, 230 734 295 €, chiffre qui n'a pas beaucoup évolué depuis. Je ne sais donc pas par quel miracle Paul Biya avec $610 000, serait le dirigeant politique le mieux payé d'Afrique. Comment donc le Wall Street Journal a fait pour ne pas lire le texte publié le 20-11-2013 à 16h55 sur Courrier International, reprenant un article du journal marocain de Rabat, Demain Magazine qui titrait « Maroc, Mohamed VI, le roi des pauvres, dépense sans compter, le budget alloué à la monarchie marocaine est régulièrement en hausse et dépasse de loin celui de plusieurs grands ministères. Une ligne de crédit pharaonique qui échappe à tout contrôle. 4. En 35 ans,
Paul Biya aurait dépensé la somme de 65 millions de dollars en frais d'hôtel à Genève, arrondi à 182 millions de dollars pour le point. Pour comprendre si ce chiffre est trop, nous verrons dans la deuxième partie sur les vraies raisons du séjour du président camerounais à Genève que ce n'est rien du tout. Mais d'ici là, comparons ce chiffre avec celui des autres dignitaires de son niveau dans le monde. Et où aller mieux que de rester en Europe même, voir des gens tellement vertueux en dépenses publiques qu'ils peuvent nous donner des leçons. Pour cela, faisons un tour à la Commission européenne qui à Bruxelles, emploie 33 000 personnes qui touchent par an, la somme de 9 milliards d'euros. Le Parlement européen et les autres agences emploient 23 000 personnes, portant le total de l'Union européenne à 56 000 personnes. Dans le quotidien britannique, The Daily Mail, du 29 juin 2016 on pouvait lire. Hôtel de luxe, jets privés, limousines, les dépenses extravagantes des bureaucrates de l'Union européenne. Dépenses somptuaires et avantages généreux, comment fonctionnaires et parlementaires européens ont dilapidé 35 millions d'euros en 2014. En 2014, la facture totale était de 35 376 819 euros, 28 millions de livres, dont 439 341 euros de dépenses, 349 000 livres, sur Luxaviation, un fournisseur de jets privés qui offre un choix de 250 avions, des installations culinaires à bord, des vins de leur propre cave, et des hôtesses en uniforme. 176 700 livres de 126 565 euros supplémentaires sont partis en des hôtels de luxe, dont 43 400 livres 55 869 euros, à l'hôtel 5 étoiles Stamford à Brisbane, la capitale de l'Australie, et 17,600 livres 22 657 euros, à l'hôtel Shangri-La, un 5 étoiles à Singapour, qui offre des massages de signature. Le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, touche quant à lui 235 000 livres par an, soit 31 272 euros par mois, après avoir obtenu une augmentation de 8 300 livres, soit 700 euros de plus par mois. Cette année, il reçoit aussi une indemnité de résidence de 35 000 livres, plus 12 500 livres pour ses frais. La Commission européenne a répondu à ces accusations en disant qu'ils ne sont pas les seuls à coûter tant aux contribuables européens et des exemples qu'elle a donnés. Je vous cite un. Le ministère français de l'économie et des finances Bercy emploie à lui tout seul 140 000 fonctionnaires. Tous ces recrutements servent pour corrompre les électeurs. Avant d'ajouter, ces comparaisons ne sont pas raison et permettent juste de donner des ordres de grandeur mais non pas beaucoup de sang, les missions étant totalement différentes entre ces différentes administrations publiques. Justement, lorsqu'on dit que le président camerounais a trop dépensé avec 65 millions en 35 ans, c'est par rapport à quel pays, à quelles données. 5. Le Wall Street Journal est sidéré du fait que Paul Biya ne soit pas incivilisé à son goût, au point de manger camerounais dans un hôtel VIP en plein Genève. Pour lui, c'est tout simplement scandaleux et mérite d'être mentionné dans le journal. En clair, voici ce qu'il déclare. Next comes a kitchen team. The President's personal chef from Cameroon, hauling jugs of palm oil and equatorial spices. Je ne comprends toujours pas où est le problème, c'est son huile de palme qui les dérange. Ou bien les épices équatoriales. En tout cas, moi-même qui ne suis personne, n'arrive pas après des dizaines d'années d'Europe à manger leur bouillon d'oignon aux épices provençales, ou leur cuisse de grenouille à la, je ne sais quoi. En matière de cuisine, à chacun son goût. Avant de parler de liberté d'expression en démocratie, n'est-il pas aussi temps d'ajouter une nouvelle liberté, la liberté culinaire? Au moins cela calmera nos amis du Wall Street Journal. Mais pourquoi Paul Biya va-t-il souvent à Genève? Pour répondre à cette question, il faut reposer une autre. Pourquoi la Suisse? Pourquoi Genève et non Lausanne ou Zurich? La réponse est donnée par la télévision Suisse Info du 8 janvier 2019 qui en parlant de Paul Biya nous décrit l'hôtel ainsi. L'hôtel intercontinental de Genève n'est pas un joyau architectural. Il est, de plus, éloigné du charme du centre-ville et des rives du lac. Situé non loin de la Genève internationale, l'établissement offre une vue sur le Palais des Nations, siège européen de l'ONU, et d'autres bâtiments d'organisations internationales. L'entrée, tout en béton, rappelle celle d'une citadelle. Elle donne accès à un immeuble de 18 étages, carré et vitré.
Si vous voulez aller à Paris pour des vacances, comme minimum, vous ne prenez pas l'hôtel loin du charme du centre-ville, pour aller vous installer dans une zone industrielle ou même devant une foire comme à Villepinte ou à la porte de Versailles. On a donc là un premier élément de réponse. Je répète les propos du journal suisse. Situé non loin de la Genève internationale, l'établissement offre une vue sur le Palais des Nations, siège européen de l'ONU, et d'autres bâtiments d'organisations internationales. Mais que va donc chercher le président camerounais dans la Genève internationale? Le Wall Street Journal dit que Paul Biya ne bouge de son hôtel que pour aller faire le footing. Tout le reste du temps, il reste à l'hôtel. Mais il y a un autre détail qu'il fournit, il est en permanence avec une trentaine de ses collaborateurs. Pour comprendre ce qui s'y passe réellement, nous devons faire un tour en arrière dans l'histoire. L'histoire commence le 13 septembre 1958. Niop, le futur chef d'État du Cameroun reconnu par les Nations Unies, est abattu par l'armée française au Cameroun. Le général de Gaulle veut montrer que la France a la main mise sur le Cameroun. Pour cela, il décide d'appliquer une partie du programme économique de l'Union des populations du Cameroun UPC, création des entreprises publiques pour faire décoller le secteur industriel au Cameroun et faire partir le développement économique. De nombreuses entreprises publiques sont créées. Mais le Cameroun n'a pas d'argent. C'est donc la France qui prête l'argent et exige qu'en retour, pour être payé, le Cameroun ne doit rien changer de l'économie coloniale d'avant. Voilà pourquoi, après l'indépendance, on va continuer dans le café, le cacao, le coton, l'EVA, même si on était déjà conscient à l'époque que cela ne pouvait rien donner. Les années précédentes de colonisation avec ces produits n'avaient rien donné. Pour cela serait-il différent maintenant? Tout cela va se passer avec un jeune à peine diplômé des hautes études d'administration des colonies, Paul Biya, qui dès 1962 accompagne le président Ahidjo. Et donc, assiste en première personne à tout ce qui se passe. Des années vont passer. Le Cameroun a déjà remboursé ce qu'il avait emprunté pour construire ses usines. Mais la dette n'est toujours pas terminée. Un accord est trouvé avec ces braqueurs d'un genre nouveau, dont la Banque mondiale et le FMI assurent l'officialisation, le plan d'ajustement structurel, et né, dit-on, pour sauver les finances du pays. On dévalue le franc CFA, on divise par deux le salaire des fonctionnaires camerounais et on privatise les principales entreprises publiques. Et qui rachètent les sociétés publiques? Les entreprises françaises pour la plupart, bien entendu. Les chemins de fer sont cédés avec tout son patrimoine foncier pour un franc symbolique à SDV, Bolloré, ce sera le cas pour Socapalm, Simancam, etc. Il s'agit d'un vrai braquage en direct avec la complicité de certains ministres camerounais, complaisants. Et puis un jour, le président camerounais se rend compte que ce n'était pas lui qui gouvernait le pays, mais le FMI et la Banque mondiale. Il y a une chose qu'ont en commun toutes les entreprises qui ont acheté les anciennes entreprises publiques du Cameroun, elles n'ont pas d'argent. Et donc, elles n'investissent pas. À quoi cela sert-il de privatiser une société publique et la faire passer du public à un privé qui attend que ce soit l'État à garantir ses nouveaux emprunts avec les banques? Comment ont-elles fait pour convaincre les bailleurs de fonds qu'ils avaient le meilleur profil? Mystère. La seule manière de quitter les griffes du loup, c'était de trouver des investisseurs alternatifs. Et où aller les trouver en toute confidentialité? À Genève. Le président français voyage avec les industriels français dans son avion pour aller vendre les fruits des usines françaises. Le chef d'État camerounais, en revanche, a une seule destination, Genève, pour espérer vendre l'image de son pays à des possesseurs de capitaux qui acceptent de prendre le risque d'aller planter leur argent dans un pays incertain et de surcroît en guerre à certains endroits. Il sait qu'un fait joue en sa faveur, les investisseurs paradoxalement, préfèrent investir leur argent dans les pays où il n'y a pas changement à la tête de l'État, car c'est un signe de stabilité politique pouvant leur permettre de rentrer dans leurs fonds investis. Comment offrir le pétrole aux Camerounais à moitié prix lorsque le pays n'a pas d'argent? Genève. Beaucoup de Camerounais ne savent pas que lorsqu'ils payent un ticket de voyage en but de Douala pour Yaoundé à 5000 farad, en réalité, l'État a payé l'autre moitié, à travers l'essence. Beaucoup ne savent pas que lorsque des taxis tournent sans arrêt toute la journée même vides dans les rues de Douala et Yaoundé, et qu'après ils payent 250 francs CFA la course, l'État a payé l'autre moitié de 250 francs CFA, à travers la subvention sur les carburants.
Mais problème, le FMI ne veut plus prêter l'argent au Cameroun pour subventionner le carburant. La seule solution qui reste, c'est encore Genève. La Sonara ne raffine pas le pétrole camerounais. Les bailleurs de fonds FMI avaient demandé et obtenu que ce soit ainsi avant de prêter leur argent pour la construction de la raffinerie. Il faut donc importer le pétrole à raffiner, adapté aux appareils de la Sonara. Mais où le prendre sans argent? Les Camerounais sont certainement peu à le savoir, mais plusieurs fois, dans l'année, des cargaisons de pétrole brut restent bloquées dans les bateaux au large de Limbé, les fournisseurs refusant de décharger leurs cargaisons pour alimenter la raffinerie de la Sonara, si les nombreuses factures précédentes ne sont pas payées. Et comme le FMI refuse de prêter son argent pour payer un pétrole subventionné, il ne reste au chef d'État camerounais que de repartir pour Genève, trouver une solution. Mais pourquoi Genève? Ici à Genève, on a tous les courtiers. Quand vous êtes un pays du monde et les prêteurs classiques veulent vous envoyer balader, il y a ici, des sociétés prêtes à vous venir en aide, si vous avez des matières premières ou des mines que vous pouvez donner en échange. Pour les matières premières, on a par exemple, Binge, Archer Daniels Midland, Louis Dreyfus, Koch et Cargill. Mais la plus importante société de négoce des matières premières du monde qui a son siège non pas à Genève, mais dans un village suisse dont personne ne parle, à Baar, dans le canton de Zoug, est Glencore. Glencore avait en 2018, presque 160 000 employés et un chiffre d'affaires de presque 200 milliards de dollars. Pour comparaison, le budget du Cameroun pour 2020 est d'environ 7,5 milliards d'euros. Glencore affirme sur son site web mener des activités dans la production, l'approvisionnement, la transformation, le raffinage, le transport, le stockage, le financement et la fourniture de métaux et minéraux, produits énergétiques et produits agricoles. Il compte parmi ses actionnaires la Banque centrale norvégienne. La Norvège n'est pas entrée dans l'Union européenne pour ne pas partager l'argent de son pétrole, qui est ainsi investi en partie dans Glencore qui est par exemple le premier exploitant du pétrole offshore dans les côtes africaines. Et comme par hasard, le pétrole raffiné par la Sonara est celui de la mer du Nord où se trouve un pays appelé Norvège et actionnaire de Glencore. 3 jours après la création de leur État, le Sud-Soudan, c'est Glencore qui a conclu un accord minier et a ainsi anticipé l'argent avec lequel le nouveau pays a pu financer les nouvelles institutions. Et tout avait été signé depuis Genève. Genève, tournant de la sécurité d'espionnage. Dans la tribune de Genève du 2/7/2013 on pouvait lire un article de la journaliste Sophie Roselli qui a écrit « Genève est une capitale de l'espionnage ». Sécurité, un ex-agent secret français, en poste à Genève au milieu des années 1990, raconte comment travaillent ici les services de renseignement. C'est une interview à Alain Chouet, ancien haut responsable à la Direction générale de la sécurité extérieure DGSE, conseiller à la mission française auprès des Nations Unies à Genève entre 1992 et 1996, c'est-à-dire un espion français à Genève. Voici ce qu'il déclare à la journaliste suisse. La ville de Genève apparaît comme un haut lieu du renseignement international. Même New York ne fait pas le poids. Dans chaque ambassade, il y a un étage de moustachus. Sur les rives du Léman, tout le monde écoute tout le monde. On réseaute, on détecte des manœuvres d'autres pays, on négocie les affaires délicates, on espionne parfois grâce au micro. Question de Sophie Roselli. Quelle est l'importance des services de renseignement à Genève? Réponse de Alain Chouet. Je n'ai pas de chiffres, mais il y a beaucoup de monde. Genève est considérée par toutes les puissances comme une place importante en raison de la présence des Nations Unies. Il y a autant de représentants de services de renseignement que de représentations diplomatiques. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Russie ont certainement le plus d'agents. Question de Sophie Roselli. Que cherche-t-on à Genève et qui trouve-t-on? Réponse de Alain Chouet. On cherche le contact avec d'autres services de renseignement, soit pour détecter des manœuvres, soit pour établir des collaborations. On a surtout la chance d'avoir, réunis en un seul lieu, tous les représentants des pays qui comptent aujourd'hui et qui compteront demain. Bref, Genève offre la possibilité de créer des réseaux de sympathie, d'influence, de renseignement. C'est unique en Europe et dans le monde. Même New York, où se trouve le siège des Nations Unies, est moins intéressant.
Car les Américains sont extrêmement difficiles, tatillons et jaloux de leur souveraineté même quand ils ne sont pas visés. Mais il y a un élément dont Chouet n'a pas parlé, c'est la réponse à la question, comment la sécurité des nations les plus faibles se construit aussi à Genève. En dehors des coups d'État organisés par Paris, Londres et Washington, vous ne pouvez réussir aucun coup d'État dans le monde, si vous n'avez pas le bon soutien ici à Genève. Et c'est pour contrecarrer cela que beaucoup de services secrets sont là, pour détecter qui vend les armes à qui et quelle est la destination finale de ces armes. Avoir une telle information, permet d'anticiper certains mouvements de troupes dans un pays. Il n'a pas dit que Genève est la ville par excellence des assassinats effectués par les services secrets. Félix Moumier, tué par les services secrets français, ici à Genève, lui aussi, comme Paul Biya, venu chercher les bonnes informations là où tout se décide. Le Suisse Marcel Léopold, tué le 19 septembre 1957, par les services secrets français avec une fléchette empoisonnée dans l'ascenseur de son domicile à l'immeuble numéro 16 cours de Rive ici à Genève, parce que d'ici, il livrait le FLN algérien en armes, pour l'indépendance d'Algérie. UW Barschel, le Kennedy allemand, le numéro 2 de la CDU, le Parti de la démocratie chrétienne, et dauphin du chancelier fédéral Helmut Kohl depuis le 1er octobre 1982 et qui doit laisser la chancellerie le 27-10-1998, préparé de longue date à succéder à Kohl, mais qui sera assassiné ici à Genève le 11 octobre 1987 noyé, par les services secrets américains, plongé tout habillé dans la baignoire remplie d'eau de sa chambre 317 à l'hôtel Beau Rivage. À sa place, prendra la chancellerie Gerhard Schröder du parti concurrent SPD. Il avait découvert que dans le land qu'il présidait, le Schleswig-Holstein, l'armée américaine faisait décoller des avions militaires avec des équipements de guerre, livrés à l'Iran de l'Ayatollah, alors qu'officiellement, les Américains ne soutenaient que l'Irak de Saddam Hussein, contre le diable Khomeini. L'objectif étant d'aider les deux voisins trop puissants pour Washington pour se détruire. Et Barschel avait pris rendez-vous ici à Genève avec des journalistes pour en parler. Le détective privé mandaté par sa famille pour faire la lumière sur cet assassinat politique a lui aussi été assassiné. Etc. Mais il y a encore plus intéressant en matière de renseignement, les ONG à Genève. Ce que l'homme de la rue ne sait pas, est que les informations que détiennent des organisations non gouvernementales comme Médecins sans frontières ou la Croix-Rouge internationale sur les terrains en conflit valent de l'or ici à Genève. Savoir avec précision quelles sont les balles utilisées sur les blessés soignés entre leurs mains, permet de remonter au type de fusils utilisés, à leurs vendeurs, mais aussi et surtout, à qui sont les vrais soutiens cachés d'un conflit. Alors, le réseautage à Genève, permet de construire des réseaux de collaboration avec ces ONG qui deviennent si possible vos informateurs sur les théâtres de guerre ou de crise. Genève, lieu idéal pour les garanties bancaires aux États. Les chefs d'État africains sont tout le temps victimes des bandits d'un nouveau genre. Un grand organisme américain qui n'a jamais travaillé dans le cobalt, ou un autre Coréen va trouver un président africain dans son palais, à Etoudite de qui il obtient un permis d'exploration de diamants pour une zone donnée, à l'Est. Après 2 ans, il annonce au monde entier qu'il vient de découvrir le gisement de diamants le plus important du monde. Tout le monde fête. Tout le monde est content. Mais ce qu'on ignore en ce moment-là, c'est qu'il n'y a aucun gisement découvert. L'information sert uniquement pour faire booster le titre de cette entreprise à la bourse de New York, de Séoul ou de Tokyo. Chaque épargnant se frottant les mains qu'il peut lui aussi mettre les mains sur le diamant du Cameroun, achète les titres de l'entreprise et c'est la flambée des prix. Voilà comment en 48 heures, les dirigeants peuvent accumuler une fortune, en revendant leurs titres lorsque le cours à la bourse touche le maximum. Et 5 ans après, il n'y a toujours pas l'ombre d'un début de chantier pour trouver le fameux diamant. Qu'importe, l'argent aussi facilement gagné à la bourse permet de passer à autre chose. Pour éviter cela, les dirigeants africains ont trouvé une parade. Ils ne reçoivent plus dans leur palais présidentiel en Afrique que lorsque tout est bien défini et vérifié. Et c'est Genève qui devient l'endroit idéal pour les rencontres préliminaires. Car ici, on peut vérifier très facilement la crédibilité financière d'un investisseur. Quel le con pour l'Afrique.
Ce que j'ai baptisé les médias mensonges sont des médias appartenant aux pays qui ont été longtemps maîtres du monde et ont du mal à accepter qu'une page est en train de se tourner et que des chefs d'État africains peuvent avoir le courage de contourner une certaine mainmise, en diversifiant leurs partenariats. Lorsqu'on reçoit les Chinois dans les palais présidentiels en Afrique, le lendemain, part toute la campagne de dénigrement contre la Chine ou contre la Russie. Par contre, en recevant les interlocuteurs dans un hôtel de Genève, qu'ils soient indiens, coréens ou japonais, personne ne peut dire si en entrant dans un certain hôtel, ils monteront jusqu'au 16e étage pour rencontrer le chef d'État camerounais ou ils s'arrêteront au 4e, 8e pour voir leurs familiers ou leurs amis. Cette incertitude entretenue par les Africains, agace ceux qui croyaient tout prévoir des comportements de leurs anciens colonisés africains. Nous ne sommes qu'au début d'une nouvelle ère de déception et d'illusion de nos anciens maîtres qui ont du mal à accepter que nous sommes depuis longtemps passés au XXIe siècle, le siècle de la multiplicité des opportunités et surtout de partenariats, pour ce qu'on avait confiné hier, dans la misère voulue et cultivée. Aujourd'hui, les Africains doivent aussi faire l'effort de reconnaître que la communication est une idéologie à part entière, et à rien ne sert plus de continuer à garder le silence lorsque les adversaires décident de venir manipuler votre propre population avec des informations mensongères pour vous nuire et pousser le peuple toujours plus dans le désespoir. La Russie l'a compris à ses dépens et a riposté, en créant la chaîne publique Russia Today RT, dans la langue même de ceux qui déversaient sur la Russie leur flot de mensonges. La Chine l'a suivi avec sa chaîne d'information en continu, CGTN. Les télévisions publiques africaines ne peuvent plus se contenter de faire la messe tous les dimanches et tous les vendredis, diffuser les telenovelas sud-américaines ou lire les messages ennuyeux des félicitations venues des autres dirigeants dans le monde. Le peuple s'en fiche. Mais il faut préparer des émissions pour répondre de façon pédagogique aux mensonges qui poussent beaucoup de jeunes Africains, en toute bonne foi à se mettre du mauvais côté de la barrière contre leur propre pays. Il me plaît de conclure avec ces 3 citations de James Baldwin 1924 à 1987 dans son livre, La prochaine fois, le feu, 1. Toute prétention à une supériorité quelconque, sauf dans le domaine technologique, qu'ont pu entretenir les nations chrétiennes, a, en ce qui me concerne, été réduite à néant par l'existence même du Troisième Reich. Les Blancs furent et sont encore stupéfaits par l'Holocauste dont l'Allemagne fut le théâtre. Ils ne savaient pas qu'ils étaient capables de choses pareilles. Mais je doute fort que les Noirs en aient été surpris, au moins au même degré. Quant à moi, le sort des Juifs et l'indifférence du monde à leur égard m'avaient rempli de frayeur. Je ne pouvais m'empêcher, pendant ces pénibles années, de penser que cette indifférence des hommes, au sujet de laquelle j'avais déjà tant appris, était ce à quoi je pouvais m'attendre le jour où les États-Unis décideraient d'assassiner tous leurs nègres systématiquement au lieu de petit à petit et à l'aveuglette. 2. Ce n'est pas tout ce que vous avez pu me faire qui vous menace. C'est tout ce que vous avez fait à vous-même qui vous menace. 3. J'imagine qu'une des raisons pour lesquelles les gens s'accrochent à leur haine avec tellement d'obstination, est qu'ils sentent qu'une fois la haine partie, ils devront affronter leur souffrance. Aujourd'hui, les esclavagistes se sentent à l'abri parce que, ils comptent sur notre ignorance et notre inculture pour asseoir leurs mensonges et manipulations. Commencez à douter de tout ce qu'on vous dit et demandez-vous toujours, pour quel intérêt quelqu'un cherche à tout prix à vous informer de quelque chose alors que vous ne lui avez rien demandé. De Jean-Paul Pougala. Si vous avez aimé la vidéo, alors cliquez sur j'aime, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification pour être informé de nos différents cours virtuels. Ciao et à bientôt.